Je suis donc en compagnie de Fanny Picard, qui est la fondatrice et dirigeante d'Alter Equity, qui rassemble désormais 2 fonds qu'on dit à impact. Bonjour Fanny Picard, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis honorée de votre présence. J'aimerais tellement raconter votre histoire que vous m'avez raconté vous-même en préparant cette émission. Mais d'abord, je voudrais qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle d'un fonds à impact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour Delphine Sabatier, un immense merci de votre invitation. C'est moi qui suis honorée d'être ce matin avec vous. Il est vrai que j'ai été la première en France et en Europe à parler de finance à impact. Et concrètement, chez Alter Equity, nous avons voulu soutenir un capitalisme responsable, utiliser l'investissement pour investir dans des projets à impact pour l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Concrètement, nous investissons dans des entreprises qui permettent la transition vers une société plus durable et plus humaine, en investissant dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes ou à l'environnement. Donc l'idée, c'est de démontrer, ce que vous faites désormais chaque jour, c'est de démontrer qu'on peut être dans une économie de croissance et en même temps utile autour de soi, à la société, aux gens qui travaillent dans son entreprise, mais à la société dans son ensemble, et même à l'environnement. Et ça n'existait pas du tout avant 2007 ? Ça n'existait pas du tout. Les fonds dans le non-coté, nous sommes un fonds investissant dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, étaient parfois intéressés par des questions clean tech, des questions environnementales, et d'autres fois intéressés par des questions sociales, mais il n'existait aucun fonds qui s'intéressait à la fois à des sujets sociaux et environnementaux. Il n'existait aucun fonds qui s'intéressait aux pratiques de gestion des entreprises, parce que la deuxième condition de notre investissement, c'est que l'entreprise s'engage à progresser dans ses pratiques de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, en s'engageant dans un plan d'action en termes de RSE. Et la troisième dimension, et comme vous l'évoquiez, c'est que le projet soit rentable, que nous puissions rémunérer le risque pris par nos souscripteurs. Et alors ça semble quand même, ça fait un ensemble de contraintes qui sont assez énormes. La genèse du projet, au départ, vous vous dites c'est possible dès le départ ? Comment naît cette réflexion autour de la création d'un fonds d'investissement ? C'est-à-dire vous êtes dans la finance, dans la rémunération des souscripteurs, et vous vous dites c'est possible de mettre toute cette énergie capitalistique au service de la planète et de la société. Dès le départ, vous y croyez ? Alors, ça a été un très long chemin avec beaucoup d'itérations. Et au départ, je pensais que nos souscripteurs se satisferaient d'un impact positif sur la société et accepteraient un rendement financier inférieur à celui des fonds classiques. En fait, j'ai eu énormément de mal à lever notre premier fonds. On était trop tôt. Les investisseurs ne voulaient pas de ce type de produit et nous disaient « Puisque vous voulez être responsable, vous serez nécessairement moins rentable que les autres fonds. Alors bravo pour ce projet, mais malheureusement, nous avons besoin de rentabilité sur nos placements et donc nous n'allons pas pouvoir investir dans votre fonds. » C'est-à-dire que là, vous vous êtes confronté à l'innovation, c'est-à-dire vraiment la difficulté d'installer quelque chose qui n'existe pas. Absolument, absolument. On a énormément innové. Parce qu'en plus des 2 points que j'évoquais, c'est-à-dire nous intéresser au social et à l'environnemental, nous intéresser à l'activité des entreprises, mais aussi à leurs pratiques de gestion, combiner responsabilité et rendement, nous avons été le premier fonds à conditionner la rémunération des dirigeants des participations, ou en tout cas une partie de cette rémunération, la dimension variable, à des résultats de responsabilité sociale et environnementale. Et plus récemment, nous avons été le premier fonds à rendre obligatoire pour les entreprises chez qui nous investissons qu'elles procèdent à un bilan carbone, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue social, qu'elles ouvrent leur capital à l'intégralité de leurs salariés, ou en tout cas qu'elles leur donnent accès à la plus-value des actionnaires. Et donc pour ce processus d'innovation, je disais 7 ans seul pour boucler le premier closing, 9 ans pour rassembler les 40 premiers millions d'euros. Faut tenir la distance, faut avoir des convictions sacrément bien accrochées. Vous m'avez parlé aussi d'une rencontre finalement qui a été assez décisive dans la fabrique du projet avec Alain Grandjean. Alain Grandjean qu'on connaît pour être un proche de Nicolas Hulot. Il fait... Aujourd'hui, il est président même de la fondation Nicolas Hulot. Il est directeur en économie de l'environnement. Qu'est-ce qu'il vous dit à l'époque quand vous le rencontrez ? C'était en 2007 et il m'a permis de comprendre les grands enjeux environnementaux. J'étais une personne très informée, mais j'étais passée complètement à côté de ces sujets. Et j'ai pris conscience, grâce à lui,
du dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources, de l'épuisement de la biodiversité, des questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols, des questions d'accès à l'eau. Et à l'époque, j'étais plus dans une démarche humaniste et je me suis dit, après avoir compris ces éléments grâce à Alain Grandjean, que si on veut faire quelque chose pour l'homme aujourd'hui, il faut s'occuper de l'environnement compte tenu de la gravité de ces enjeux. Donc ça, je dirais, augmenter les valeurs que vous vous êtes imposées et que vous imposez aujourd'hui aux entreprises que vous financez. Absolument. Par ailleurs, Alain Grandjean avait également une réflexion assez profonde sur les questions de capitalisme responsable qui a fait écho avec la mienne. Et donc, l'ensemble de ces éléments ont contribué très largement à la configuration du fonds tel que je vous l'ai présenté. Et vous connaissiez déjà ce métier d'investisseur quand même avant de vous lancer? Oui, j'avais été directrice des opérations financières, donc des investissements de Wendel, qui est une grosse structure d'investissement en France, qui a pour particularité d'être cotée en bourse, par différence avec la plupart des fonds d'investissement. Mais effectivement, c'était devenu mon métier. Que vous appréciez, mais il vous manquait quoi, cette valeur de sens, c'est ça en fait? Exactement, le sentiment de l'utilité pour la société. Alors, comme on est dans Smart Tech, je vais vous poser cette question. Est-ce que dans ces projets donc, qui doivent apporter une transition, une transformation finalement du monde, est-ce que la technologie prend une part importante? Est-ce que ça fait partie des solutions qui permettent d'aller vers un mieux social et environnemental? Oui, bien sûr. La technologie permettra des sauts, des accélérations. On en a absolument besoin. Mais notre fonds n'est pas spécialisé dans ce qu'on appelle la tech. Oui. Nous avons aujourd'hui, sur 6 investissements de notre deuxième fonds que nous sommes en train de déployer, 5 entreprises qui sont des entreprises tech. Donc c'est l'essentiel de nos investissements. Mais nous n'avons pas voulu prendre l'engagement d'investir exclusivement dans la tech, car il nous semble qu'il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas tech, mais qui sont également utiles à la société. Alors on va découvrir des projets alors, que vous financez. On a retenu notamment Murphy qui donc s'engage à réparer votre gros électroménager. Absolument. À allonger sa durée de vie finalement. Exactement. Si votre four, votre congélateur, votre réfrigérateur, votre machine à laver tombe en panne et n'est plus sous garantie, il faut appeler Murphy qui, pour 85 €, enverra un réparateur, ce sont plutôt des hommes pour le moment, qui viendra le nombre de fois nécessaire pour réparer votre gros électroménager. Et alors, s'il faut recourir à des pièces détachées, le coût sera en plus. Et si le réparateur ne parvient pas à réparer votre panne, eh bien, ces 85 € se transforment en bon d'achat pour acquérir un bien équivalent ou un autre bien d'ailleurs, reconditionné, réparé par leurs ouvriers dans leurs ateliers. Alors ça répond à une tendance très importante, et notamment dans la tech aussi, sur les indices de réparabilité qui s'imposent petit à petit. Autre entreprise que vous soutenez, c'est Keeply. Absolument, qui commercialise un matelas en latex bio, ce qui évite le polyuréthane des mousses des matelas conventionnels, dans lesquels nous avons appris qu'il y a très souvent des perturbateurs endocriniens. Et d'autre part, dans un certain nombre de matelas à mémoire de forme, il y a dans un certain nombre de cas, des composés organiques volatiles cancérigènes. Donc le matelas Keeply, c'est non seulement mieux pour l'environnement, en évitant toute l'énergie nécessaire pour fabriquer les mousses en polyuréthane des matelas conventionnels, mais également c'est bien meilleur pour votre santé et celle de vos enfants ou de votre famille. Et puis il y a la question de la transition de l'agriculture, qui fait partie des enjeux majeurs aussi de ce siècle. Majeur. L'agriculture, c'est le 3e poste d'émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde. Effectivement, nous avons investi au capital de Mimosa. Mimosa est une plateforme de crowdfunding qui organise le financement de la transition au bio des agriculteurs, de petites structures agroalimentaires, de production d'énergie renouvelable, notamment par les agriculteurs. Donc un gros impact pour la transition agricole. Et transition énergétique aussi? Vous répondez à cet enjeu? Absolument. Nous avons investi dans ILEC, qui est le leader en France de la distribution d'électricité et de biogaz 100% renouvelable. Alors c'est le leader parce qu'on inclut le biogaz. En électricité, il y a des opérateurs qui sont un petit peu plus importants. Mais c'est un des très rares opérateurs à s'approvisionner auprès de producteurs d'énergie renouvelable et non pas sur le marché. Ce qui, sans entrer dans les détails, garantit à la fois la vraie origine renouvelable
de l'électricité et du biogaz commercialisé, et aussi la capacité des producteurs ayant connaissance à l'avance du volume d'achat et du prix d'achat de leur électricité ou de leur biogaz, ça leur donne la capacité d'investir puisqu'ils savent sur quel volume et prix ils vont pouvoir amortir leurs investissements. Donc ça aide réellement au développement d'infrastructures d'énergie renouvelable et donc à la transition énergétique. Alors quand on voit ces projets, effectivement, on se dit ça, ce sont de très belles initiatives, de très belles intentions, mais est-ce que ça apporte une rentabilité économique? Parce que vous êtes un fonds d'investissement. Est-ce que vous démontrez effectivement que rentable, responsable, c'est possible, c'est compatible? Et est-ce qu'on vous suit aujourd'hui? Oui, alors on ne nous suivait pas du tout au départ, Ouais. mais aujourd'hui on nous suit. Ça a été démontré par un certain nombre d'autres critères et notamment l'indice MSCI qui, dans sa partie responsable, est plus rentable sur moyenne période aujourd'hui que le MSCI conventionnel. Donc, on arrive à démontrer que les fonds ISR sont plus rentables que les fonds non ISR. Et en tout cas, à notre mesure, c'est notre cas. Et ISR, c'est socio-responsable. Oui, investissement socialement responsable. Il s'agit plutôt d'entreprises, on parle plutôt là d'entreprises cotées en bourse, mais ça a le mérite de donner accès à des informations qui sont disponibles plus facilement et plus transparentes que les informations qui concernent les investissements non cotés en bourse. Mais un chiffre qui me semble très illustratif, c'est que les entreprises de notre portefeuille, du portefeuille de notre deuxième fonds, l'année dernière, en 2020, malgré la crise sanitaire, ont généré une croissance moyenne de 95%. Donc vous voyez que ce sont des entreprises qui vont très bien, qui se développent très vite, et cette croissance, évidemment, est génératrice de valeur. Et comment est-ce qu'on mesure? Est-ce que vous avez des indicateurs spécifiques, des outils peut-être qui vous permettent de mesurer si effectivement il y a une utilité sociale, environnementale avérée dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise? Alors, nous sommes extrêmement rigoureux dans nos critères d'investissement pour ne soutenir que des entreprises qui, effectivement, ont un impact social ou environnemental. Et par ailleurs, et c'est très important, limitent de la façon la plus importante possible, ou en tout cas de façon très importante, ce que l'on appelle les externalités négatives. Oui. C'est-à-dire d'autres pollutions que celles qui sont peut-être évitées par leur business model. Et puis d'autres impacts négatifs sur les salariés, sur leurs consommateurs, leurs fournisseurs, leurs parties prenantes. Et ça, nous le mesurons d'un ensemble de critères. Alors, nous avons deux niveaux de critères. D'abord, nous mesurons l'impact de l'activité avec un ou deux critères clés. Et par exemple, avec notre premier fonds, nous avons investi dans une société qui s'appelle Open Airlines, qui a développé un logiciel d'écopilotage qui permet d'économiser 2 à 5% de kérosène par vol, qui est le leader mondial dans cette activité, et qui a permis, avec les autres entreprises de notre portefeuille, d'éviter l'émission de 2,4 millions de tonnes de CO2 depuis notre investissement. Et 2,4 millions de tonnes de CO2, c'est colossal, puisque la France émet par an 450 millions de tonnes de CO2 en net de ce qui est absorbé par les forêts, les océans, etc. Donc ça veut dire qu'avec notre petit fonds, nos deux petits fonds, nos 150 millions d'euros sous gestion, eh bien, nous avons permis d'éviter l'équivalent de 0,5% des émissions annuelles de la France. C'est l'ensemble de la France. Oui, c'est colossal. Et alors, est-ce que vous avez l'oreille justement du politique? On entre en pleine campagne électorale. Est-ce que ces sujets, vous arrivez à les porter jusqu'aux politiques? Oui, nous avons un soutien du gouvernement, notamment d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, qui nous a fait la gentillesse et la grâce d'introduire un de nos webinaires et qui est très active sur le soutien de l'investissement impact et de l'investissement responsable. Vous pensez que ça va faire partie des sujets qui vont être adressés pendant la campagne ? J'en suis sûre. Ouais. Et quel serait celui en particulier qu'il vous semble essentiel aujourd'hui d'aborder pendant cette campagne électorale, que les candidats devraient s'approprier tout de suite? Il y en a beaucoup. Alain Grandjean, que vous évoquiez tout à l'heure, a élaboré une sorte de pré-programme en 12 points, dont le premier, alors je ne vais peut-être pas tous les mentionner, mais le premier, concerne la gouvernance gouvernementale sur ces sujets. Et il propose que le Premier ministre rende compte tous les mois de l'action du gouvernement du point de vue de son action climat. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises, mais qui ensuite n'ont pas fait partie des priorités de mise en œuvre. Donc,
un élément de gouvernance. Et puis, Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité de cet outil de mesure. Voilà, alors par exemple, dans les éléments de mesure, il propose la mise en place d'un score carbone pour tous les produits et services qui évaluerait l'impact en termes de gaz à effet de serre du produit et du service sur toute sa durée de vie, qui deviendrait obligatoire et qui pourrait permettre, dans un premier temps, d'informer les consommateurs qui y sont sensibles et qui changent leur comportement quand on leur donne l'information. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être, de fiscaliser les produits ou services à plus fort score carbone et voire les interdire quand ils ne semblent pas essentiels. Et puis, un certain nombre d'autres propositions, par exemple... Là, vous n'êtes que sur l'environnemental, il y a la partie sociétale aussi. La transformation numérique, nous on en parle beaucoup, a énormément d'impact sur la société et sur l'emploi. Oui, absolument. Je parlais d'éléments liés à l'environnement, ils sont majeurs et ils vont entraîner des conséquences qui seront d'autant plus importantes qu'on tardera à intégrer la gravité des enjeux environnementaux et la nécessité de cette transition dans nos actions. Donc oui, effectivement, il y aura des mesures d'accompagnement social qui seront très, très, très importantes. Et vous avez tout à fait raison, le digital, ça représente 5% des gaz à effet de serre, donc c'est problématique du point de vue de l'environnement, mais c'est un lieu de création d'emplois. D'ailleurs, nous avons investi dans une société qui s'appelle Wild Code School et dont toutes les personnes qui suivent sa formation de développeurs web, de techniciens data, etc., trouvent un job à la sortie de la formation. Donc, le tech, le digital sont des lieux d'émission, il ne faut pas l'oublier, mais aussi de création d'emplois et d'intégration dans la société. Pour une entreprise qui souhaite s'inscrire dans cette nouvelle économie responsable, quelles sont les principales embûches, les pièges ? Sous-estimer les externalités négatives. Toutes les activités professionnelles entraînent des externalités négatives. Un salarié se déplace pour venir sur son lieu de travail. Et ça, c'est toujours émetteur de gaz à effet de serre, même quand il prend un transport en commun. Et puis, voilà, toutes les productions de biens et services entraînent des émissions et un certain nombre éventuellement de prédations sur l'environnement. Donc il faut avoir un regard très large, en fait. Il faut avoir un regard très large. Il faut faire attention au lieu de production des objets. Il faut faire attention à leur composition. Il faut faire attention à la manière dont on se comporte vis-à-vis de ses salariés. C'est une évidence pour moi, mais ça semble l'être moins pour d'autres. Et d'ailleurs, le site Balance ta Startup, qui a été créé récemment, illustre qu'il y a un certain nombre de startups dans lesquelles des pratiques incorrectes vis-à-vis des salariés sont constatées. Donc, il faut être profondément respectueux dans toutes les dimensions que cela implique, non seulement de l'environnement, mais aussi des personnes, des consommateurs, des fournisseurs, de ces territoires d'implantation, payer ses impôts. Il faut être cohérent. Bon, on arrive à la fin de cette grande interview. Je vais vous poser des questions très rapides. C'est un format interview express. Où vous pouvez répondre de manière beaucoup plus personnelle si vous le souhaitez. Je vais commencer par cette question. Quels sont vos rêves, Fanny Picard ? La paix dans le monde et le bonheur sur Terre. Et vos peurs ? Le dérèglement climatique. Et votre interrogation principale ? Saurons-nous réagir à temps ? Est-ce que vous avez une idée fixe ? Respect. Quelque chose que vous poursuivez en permanence, oui. L'ambition, aller toujours plus loin. Et comment vous imaginez le futur, alors ? Avec une vision plutôt positive ou pessimiste ? Je suis inquiète, mais je pense qu'on a encore les moyens d'éviter une dégradation rapide et forte des conditions de vie sur Terre. Et je pense qu'il faut qu'on s'y attache tous, les consommateurs, les gouvernants et les dirigeants d'entreprise. Et pour vous, la prochaine révolution dans la finance, dans le capitalisme, ce sera quoi ? La pleine conscience et la pleine intégration de ces enjeux. C'est en train de se passer, mais pour le moment, on est encore trop sur les mots, pas assez sur les actions. Mais ça s'accélérera. Et vous, dans 5 ans, vous savez où vous serez, ce que vous ferez ?
je crois que je continuerai de diriger Alter Equity en essayant d'en faire une plateforme importante sur ces sujets de transition environnementale et sociale qui continueront de porter des enjeux. Merci beaucoup Fanny Picard pour ce que vous faites. Vous êtes fondatrice et dirigeante du fonds Alter Equity, donc un fonds à impact. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.